Bonjour Eric Coquerel. Bonjour. Depuis 8 jours maintenant, la commission spéciale sur la réforme des retraites fait face à l'obstruction qui est revendiquée, affichée par la France Insoumise, qui a déposé plus de 19 000 amendements, des amendements sur chaque article, sur chaque alinéa. Les débats n'en finissent pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez pourrir le débat? Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui est pas très démocratique dans la vie parlementaire? Non, ce qui n'est pas démocratique, c'est de faire un calendrier absolument restreint et d'essayer de le faire passer à tout prix, avec en plus un nombre d'éléments qui vont faire la loi, qui seront pris ensuite par ordonnance, par décret, qu'on ne connaît pas. Donc on nous demande en réalité de légiférer sur une loi qui a énormément de trous et pas des petits trous. On y reviendra peut-être par la suite. Non, on fait notre travail, on fait notre job, quoi. On fait une grève du zèle. Nous, on préfère ce terme. Toujours les mêmes amendements repris par chacun des députés. Mais ça, si vous voulez, avec des temps de parole qui sont dépassés. Alors je vais vous dire, ça c'est la pratique. Nous, on l'a jamais utilisée jusqu'à maintenant. France Insoumise. C'est ce qu'on appelle de l'obstruction. Depuis le début de la mandature, c'est une pratique connue qui permet une chose simple. Vous êtes 17 députés, chacun comprendra que vous ne pouvez pas être les 17 en permanence, notamment parce que vous avez d'autres commissions, etc. Donc le fait de déposer chacun assure qu'au moment où il y a 3 à 4 députés, ils sont sûrs de pouvoir parler. Pas avancer le débat. Mais non, mais la question n'est pas d'avancer le débat, la question elle est bloquée, de les freiner. Ah, c'est bien, mais c'est clair, nous le revendiquons. Ils sont en train de vouloir faire passer en force une loi qui est minoritaire dans le pays, qui a la majorité des syndicats contre lui et qui est une catastrophe à la fois sur le plan social, plus en plus une loi mal fichue d'usine à gaz, ça se révèle tous les jours. Donc ne croyez pas qu'on va leur faciliter le travail, qu'on va leur lancer des fleurs. Donc nous revendiquons le fait de leur faire perdre du temps, de bloquer cette histoire jusqu'à ce que le mouvement social reprenne un second souffle. Mais je vais vous dire une chose, Gérard Leclerc, si vous écoutez les débats, vous apercevrez que tous nos amendements sont des amendements de fond. Nous argumentons. Et toujours les mêmes qui reviennent. Peut-être, mais progressivement, écoutez bien les débats, on leur fait révéler des choses que les gens, peut-être que même eux, ne s'étaient pas rendus compte. Par exemple, ce week-end, ça a été le fait que, en baissant les cotisations d'employeurs de l'État de 74% à 17%, ils allaient faire un trou de 42 milliards qu'ils ont eux-mêmes admis et ils ne savent même pas comment ils vont le compenser. Donc vous voyez, c'est des choses aussi qui font avancer le débat et on le voit sur les réseaux sociaux dans la réaction des gens. Et c'est quoi l'objectif? C'est d'obliger le gouvernement à utiliser le 49.3? Alors, j'ai cru comprendre qu'ils n'allaient pas le faire. C'est d'empêcher la réforme, mais ça en dit J'ai cru comprendre qu'ils n'allaient pas le faire. Oui, c'est ce qu'a dit Marc Fesneau, le ministre. Ouais. Voilà, et ce matin aussi, M. Pietraszewski. Tant mieux. Mais c'est de leur faire perdre du temps. Mais ça serait plutôt sain démocratiquement, parce qu'il y a une chose bizarre, vous avez remarqué, c'est qu'on nous dit légiférer. Et d'un autre côté, il y a une conférence du financement qui, soi-disant, va prendre des décisions qui ont évidemment un impact sur la loi. Et celle-ci aura lieu en avril. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne négocie-t-il pas ce gouvernement? Pourquoi n'avance-t-il pas? Pourquoi ne répond-il pas aux trous qui sont dans sa loi? Et puis il revient vers l'Assemblée avec quelque chose, on sera d'accord ou pas d'accord, mais on pourra débattre sur du fond. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 29 ordonnances qui sont prévues suite à la loi et que d'ailleurs le Conseil d'État a condamné dans son analyse de l'étude d'impact. Alors, il y a eu un incident qui fait un peu le tour des réseaux sociaux. C'est la présidente Brigitte Bourguignon, la présidente de la commission, qui parle de tombereaux d'injures qu'elle reçoit. Écoutez-la et on commente après. Je vais dénoncer vos méthodes, monsieur, parce que ça fait 5 jours que je me fais pourrir mon téléphone, mon Twitter, mes Facebook, mes mails par des gens de votre formation politique qui me... Ah non. Je coupe M. Cotenens, je coupe M. Corbière, je coupe... Alors à chaque fois, je me prends un tombereau d'insultes. C'est une honte, ce ne sont pas des méthodes. Je suis désolée, il n'y a aucun groupe ici qui me fait ça, parce que tout le monde respecte les règles. Il y a des règles ici, on n'est pas dans la rue, on est à l'Assemblée nationale. Point final. Chers collègues, non, j'ai le droit de réponse. Voilà, alors, s'en prendre à une personne, c'est pas bien, non? On peut faire je vais partager avec la présidente, je lui ai dit après avec la présidente de la commission, la manière dont la macronsphère se comporte, d'accord, sur les réseaux sociaux. On va pouvoir faire la comparaison. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'elle gagne de ce point de vue-là. Mais plus globalement, là, qu'est-ce qui se passe Elle préside une commission, elle est de la majorité, dont le premier acte a été de diviser par 2 le temps de parole
passant de 2 minutes à 1 minute. Vous pouvez quasiment rien dire en termes d'arguments, en termes de contenu. Donc elle prend une décision, ils prennent une décision. Il faut quand même qu'elle assume qu'on trouve que c'est pas très démocratique. La deuxième chose, c'est que l'incident que vous voyez pas, c'est qu'elle laisse le temps de parole très souvent dépasser pour les gens de la majorité. Elle laisse des commentaires se faire dans la commission. Et quand on se permet de dire, attendez, faites quelque chose, là tout d'un coup, elle ne voit que nos problèmes, qu'elle ne pointe que les divergences avec nous. Donc je trouve qu'elle le fait de manière partiale. C'est pour ça que je réagissais. Mais au-delà de ça, elle doit assumer. Elle préside une commission, d'accord, dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Par exemple, cette commission, elle se fait sous statut extraordinaire. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, ça s'arrêtera le jeudi prochain. C'est pas normal. Pourquoi on ne laisse pas le temps au débat? Pourquoi on doit s'adapter à un calendrier absolument rikiki que le gouvernement nous impose? Donc elle assume aussi le fait de faire un sale job. Voilà. La CGT, Force ouvrière solidaire et FSU appellent à de nouvelles actions, à de nouvelles manifestations. Il n'est pas temps de terminer, il n'y a plus de grève, il y a de moins en moins de gens dans les manifestations. Pourquoi continuer? Mais parce que cette réforme est une catastrophe pour le pays. Oui, mais ça vous l'avez dit, mais à première vue, le gouvernement ne reviendra pas en arrière. J'en sais rien. Comment vous le savez, vous? Comment vous savez, vous? Est-ce que vous vous rappelez du CPE? Le CPE avait été promulgué. Pas seulement voté, promulgué jusqu'à ce que Jacques Chirac le retire. Dominique de Villepin. Moi, je vais vous dire une chose, de ce que je ressens du pays, ils sont loin d'avoir atteint leur objectif. Parce que maintenant, il va falloir que la loi se vote. On va essayer de leur faire perdre du temps. J'espère bien qu'on arrivera à les repousser plus loin qu'ils ne l'espèrent dans leur calendrier. Ça va partir au Sénat, ça ne sera pas adopté. Ça va revenir à l'Assemblée. Ça va durer des mois. Et ce que j'espère, c'est que le mouvement social, dont je ne sens pas le fléchissement, qui doit peut-être trouver d'autres formules, d'autres formes de mobilisation en plus des grèves, arrive justement à faire en sorte qu'ils retirent leur projet. Les municipales, on parle d'une campagne fantôme des Insoumis. Vous n'avez quasiment pas de tête de liste, vous êtes très discret. Pourquoi? Ça vous intéresse pas? Non, c'est pas ça. Très franchement, parce que c'est une élection qui est assez compliquée pour un mouvement jeune comme nous. Parce que les gens ne se pressent pas pour être élu municipal. C'est pas facile d'être élu municipal. Vous avez énormément de responsabilités. À certains moments, vous êtes la cible. On pense que vous êtes responsable de tout. Donc voilà, les gens ne se pressent pas. Deuxièmement, on a un mouvement jeune, ce qui fait que, contrairement à des mouvements structurés depuis longtemps, il n'y a pas tant de personnes qui ont envie de se mobiliser. Et puis, on a une situation aussi qui fait que notre diversité dans le pays, la diversité des situations locales, nous force quelque part à nous adapter. Mais on a quand même trois critères. Le premier critère, c'est de faciliter, tant que faire se peut, l'auto-organisation, l'implication citoyenne, des listes citoyennes. Moi, par exemple, à Saint-Ouen ou à Saint-Denis, 2 listes que je soutiens, ou à Épinay, ce sont des listes citoyennes. Deuxième chose, évidemment, à faire en sorte, en fonction d'être le plus près possible de notre programme, qu'on batte des mairies, on renverse des mairies qui font une politique de droite ou empêcher les marcheurs d'accéder, évidemment, à fortiori l'extrême droite. Et troisième critère, d'avoir des élus. Moi, vous allez voir, j'attire l'attention des gens. Ils vont voir très souvent, il y a quand même beaucoup d'endroits dans le pays, la plupart en tout cas des grandes villes, où il y a le logo France Insoumise qui soutient une liste. J'invite les électeurs à se repérer à ça. Alors il y a Yannick Jadot, on sait que les Verts ont de grandes ambitions pour les municipales, qui a dit hier que pour le deuxième tour, ils prendraient toutes leurs responsabilités pour faire battre le Rassemblement national, donc en se désistant pour des listes, les Républicains, la République en marche. Vous ferez la même chose? On va pas recommencer sur cette élection où le Rassemblement national, on en fait un épouvantail, ils vont peut-être progresser, mais moi, de ce que je constate, c'est pas, on n'est pas comme dans un deuxième tour de présidentiel où à peu près partout. Donc au deuxième tour, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je refuse de faire de cette élection, de schématiser, de réduire cette élection à un affrontement uniquement par rapport au Rassemblement national, surtout quand aujourd'hui au pouvoir vous avez En Marche qui fait une politique de droite et qui compte gagner des mairies. C'est aussi un adversaire qu'il faut battre. Et manifestement, M. Jadot, c'est moins évident, y compris au premier tour à certains endroits. Donc nous, notre objectif, la meilleure manière de battre le Front National, la meilleure manière de le réduire politiquement dans les années à venir, c'est déjà d'empêcher que les politiques sur lesquelles il pousse continuent à sévir. Et je parle notamment des politiques néolibérales, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et donc vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, pas de désistement au deuxième tour? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne seront pas partout au deuxième tour. Dans le 93, vous me parlez par exemple dans Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un endroit où le Front National sera au deuxième tour. Non mais il y a d'autres villes. Pourquoi voudriez-vous que j'en fasse aujourd'hui le seul alpha oméga de la politique qui viserait finalement à préparer un deuxième tour pour Emmanuel Macron, puisque c'est de cela qu'il rêve au présidentiel, et de réduire la vie politique à ça, alors qu'à mon avis il ne sera même pas au deuxième tour vu sa politique?
L'affaire Mila, cette lycéenne menacée, insultée sur les réseaux sociaux parce qu'elle a blasphémé, elle a critiqué l'islam. Il y a beaucoup de gens qui font remarquer qu'on ne vous a pas beaucoup entendu dans cette affaire. Ben voilà, vous me posez la question, donc je vais vous répondre. Voilà, je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut tenir en même temps. Et j'allais dire, avec une croissance, dans la gravité, je vais vous dire, qu'il soit croissant dans la gravité. La première chose, c'est de ne pas récupérer cette histoire comme le fait à certains moments la droite ou l'extrême droite. Les propos de cette jeune femme de 16 ans, d'accord, ne peuvent pas être l'étendard de la critique de la religion quand vous regardez la manière dont elle parle, elle réagit sur des gens qui l'attaquent. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Donc ne lui prêtons pas ce qu'elle-même d'ailleurs n'a certainement pas envie d'endosser. La deuxième chose, c'est une ministre qui à un moment donné commence à en réalité, Mme Belloubet, qui, j'allais dire, aggrave le problème, puisqu'elle commence à parler, à laisser penser que attaquer une religion, ce serait attaquer la liberté de conscience et donc, quelque part, introduire le blasphème en France. Et puis la troisième chose, qui n'est pas tolérable, c'est que, bien évidemment, il faut veiller à ce que la critique d'une religion ne devienne pas en réalité une arme raciste, c'est-à-dire que ça ne soit pas une manière d'introduire un ferment raciste dans la société en attaquant tous les croyants d'une religion. Je pense que ça soit l'antisémitisme ou l'islamophobie. Donc il faut être très vigilant à ça. Mais là, c'était pas ce qui se passait. Là, c'est une réaction d'une jeune femme absolument qui peut paraître choquant. Et ce que je dis, c'est que ce qui est inadmissible, c'est que de ce fait, il y ait des attaques sur les réseaux sociaux jusqu'à des condamnations de mort, des attaques, des menaces de mort, qui en réalité sont aussi le fait d'attaquer une jeune femme, qui revendique le fait d'être... C'est ça Qu'est-ce que je vous dis là? D'accord. Oui, mais sauf que vous êtes presque le premier. Une jeune femme en plus qui se revendique LGBT, donc c'est une deuxième. Donc vous la soutenez clairement. Je condamne de la manière la plus forte les attaques qu'elle subit, qui sont d'ailleurs des délits, et à partir de ce moment-là, la police doit la protéger. Donc je vous dis, il y a 3 ordres. Ne faisons pas de ses réactions par rapport à une religion, j'ai cru comprendre qu'elle l'avait fait au départ sur toutes les religions, l'étendard de la liberté de conscience, etc., comme certaines essaient de le faire. Deuxièmement, en France, on a le droit de critiquer une religion, le blasphème n'existe pas. Et troisièmement, on doit la protéger contre des menaces de mort, contre des attaques qui sont centrées, y compris sur sa nature, c'est-à-dire le fait que ça soit une femme et qu'elle soit LGBT. Merci Éric Coquerel. Merci. Bonne journée, bonne semaine. Romain, c'est à vous.